Pourquoi réguler la relation entre données publiques et données privées? C'est vraiment une question, moi, qui m'intéresse énormément, la relation entre ces deux catégories de données. C'était un sujet quand même qui a été, sinon directement, indirectement abordé durant la journée. Donc sans attendre, je tends les micros. Donc bonsoir à toutes et à tous, en tout cas à tous ceux qui ont résisté jusqu'à cette heure qui commence à être tardive. Donc merci d'être présents pour écouter cette discussion donc, autour de cette question de la relation entre données publiques et données privées. Parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a des données publiques, des données privées avec des origines différentes, avec des modalités de traitement différents et de conservation qui divergent aussi a priori. Donc nos trois invités que je vais présenter vont nous aider à présenter ces questions, l'ensemble des questions que j'ai prévues. Alors, plutôt que de faire des exposés, moi je vous propose qu'il y ait une discussion autour d'un certain nombre de questions. On en a un petit peu parlé entre nous en amont pour préparer cette séance. Donc d'abord la présentation. Alors, je vais vous présenter à travers ce que je sais de vous. Puis naturellement, vous pourrez bien évidemment rajouter des choses, corriger des choses s'il y avait des erreurs. Alors, commençons par la gauche. Donc, Tiffaine Vaquier, qui est conservatrice générale des bibliothèques. Donc, vous avez travaillé à la BNF, et puis là, vous dirigez. Pardon, oui, parce que c'est. Vous m'avez fourni deux paragraphes, ils sont inversés par rapport à la logique de votre carrière. Donc tout de suite, vous êtes directrice adjointe du service, de la direction des services et des réseaux à la BNF. Je vais y arriver, pardon. Donc vous êtes adjointe depuis 2023 et vous coordonnez la stratégie IA de la BNF. Et sous peu, donc début 2026, vous dirigerez le groupement d'intérêt public BULAC. Donc une bifurcation, si je comprends bien, dans votre carrière, en tout cas un changement d'établissement aussi, au passage, surtout. Voilà. Guy Mélenchon, vous êtes informaticien, vous avez une formation en mathématiques, et donc vous travaillez autour de la question des interfaces homme-machine, du design des environnements de visualisation et d'analyse des données. Et vos travaux les plus récents portent sur également ce design de visualisation et la question de l'explicabilité des modèles d'intelligence artificielle. Et vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux. Et vous avez été récemment vice-président numérique de l'Université de Bordeaux. Et c'est ce qui vous avait amené à réfléchir autour de la notion de gouvernance des données. Et puis, Paul Moussier, en fait, vous occupez un poste de délégué à la protection des données, adjoint au sein d'un ministère. Donc, vous êtes spécialiste de la protection des données, mais vous êtes aussi doctorant en droit public et droit du numérique à Paris 1, par Panthéon-Sorbonne, sous la responsabilité de William Gilles. Donc, si vous voulez apporter des compliments dans votre présentation, vous le ferez bien évidemment, hein, comme je le disais tout à l'heure. Alors, donc, il y a une sorte de, peut-être, mais c'est une question, hein, de convergence, ou y a-t-il une convergence entre les données publiques et les données privées actuellement? Est-ce qu'on peut parler de convergence ou pas? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Je ne sais pas qui veut. Paul Moussier, peut-être? Je crois que ça marche. Oui, ça marche. Merci beaucoup, professeur. Oui, je pense qu'on peut dire, en tout cas du point de vue juridique, qu'il y a une convergence entre les données publiques et les données privées. Pour vous rendre compte de ça le plus simplement possible, c'est pas forcément évident, notamment en France, on a une dualité secteur public, secteur privé un peu manichéenne. La donnée publique, en France, elle s'est définie historiquement depuis 1978 comme le document administratif, c'est-à-dire la donnée qui se rapporte
produit ou se rapportant à la mission de service public d'un organisme de droit public ou de droit privé. Ça, c'était ce qu'on entend toujours juridiquement comme étant une donnée publique. Et le changement de curseur aujourd'hui qu'on constate dans le droit positif applicable, c'est une approche un peu finaliste, si vous voulez, pour venir faire basculer dans le champ de la donnée publique ou dans le champ des données pouvant être utilisées, réutilisées, rendues accessibles par le secteur public, des données qui sont historiquement produites par le secteur privé. Et un bon exemple de ça, c'est notamment la loi pour une république numérique de 2016, où on est venu élargir cette qualification de données publiques, historiquement documents administratifs, mais aujourd'hui on ne distingue plus nécessairement le support, on parle vraiment de la donnée en tant qu'information, et ça a été très bien présenté en début de première journée, ce qui fait qu'aujourd'hui on entend y compris les données publiques comme étant les données se rapportant dans tous les cas à la mission de service public d'une personne, qu'elle soit publique ou privée. Et ça n'a pas toujours été le cas historiquement. En 2016, pour certains qui ont connu un peu le débat juridique et aussi en termes de politique publique, les services publics industriels et commerciaux n'étaient pas forcément concernés par cette obligation-là, cette obligation faite à l'administration au sens large de publier ces données, de les rendre accessibles sur demande, mais aussi par défaut. Donc, le droit rend compte de ce point de convergence-là, et pour qu'il y ait convergence, il faudrait bien sûr qu'il y ait réciprocité dans ce discours-là, et c'est bien le cas, ça a été très bien dit dans la première table ronde de l'après-midi. Aujourd'hui également, les données privées, elles vont pouvoir aussi être rendues accessibles pour le secteur public par le secteur privé, et il commence à y avoir des régimes juridiques plus clairs, plus généralistes, qui permettent au secteur public, dans des cas encore aujourd'hui très spécifiques, d'accéder par principe aux données de ce secteur privé-là, pour répondre à des besoins exceptionnels, des urgences, des pandémies par exemple. L'actualité nous en a donné un exemple particulièrement prégnant récemment. Donc on peut dire que le régime juridique et la volonté du législateur, qu'il soit européen et aussi national, c'est d'aller sur une convergence des données pour pouvoir les traiter. Et des exemples de cela très concrets, on en parlera sûrement durant la table ronde, c'est tout un exemple de plateforme publique-privée, de traitement de données où se mélange un ensemble de données aux qualifications juridiques différentes. C'est ce qui rend d'ailleurs ce droit-là complexe à lire et à manier, mais qui permet in fine des politiques publiques très utiles. Je vais essayer de rajouter un point de vue qui est celui des universités. Vous avez compris, donc je suis universitaire, et donc ce que j'entends dans le discours de Paul, c'est pas tant une convergence qu'un rapprochement. Enfin, mais je suis pas juriste, hein, j'essaie de comprendre ce que vous avez raconté. Et donc du point de vue de l'université, c'est pas si facile que de sentir cette convergence, et puis quand il s'agit d'opérationnaliser les choses, de voir comment est-ce qu'on peut faire. Université rime très naturellement avec ouverture, hein. On parle de sciences ouvertes, c'est peut-être ce qui vient à l'esprit tout de suite quand on parle d'université. Ce n'est pas que les données de la science qui sont engagées lorsqu'on pense gouvernance des données en université. Et puis, ça reste un sujet difficile à traiter, si ça n'est que parce que les universités sont surtout dominées par, comment je vais dire ça, par la collégialité, plus que par une gouvernance qui serait descendante, hein. Et donc, on trouve souvent des solutions en université qui vont s'accrocher à des initiatives nationales. Je pense au Health Data Hub que vous citez dans vos notes. Donc, où là, on trouve des solutions parce qu'il faut bien ces solutions pour déjà stocker les données. Un gouvernance, ça l'aime aussi avec ce type de problématique. Donc, université, ouverture, rapprochement avec le privé, donc pourquoi pas. Et là, ce que j'entends, votre réponse me réjouit d'une certaine manière. Ce qui est peut-être moins évident quand on pense université, c'est que les universités ont d'une certaine manière un impératif de soutenabilité. Hein, avec autonomie vient ce désir au moins d'être soutenable, et les données apparaissent comme ayant une vraie valeur, peut-être pour faciliter cette voie-là. Mais ça reste pas si facile que de valoriser la donnée et puis espérer peut-être que la soutenabilité se traduise après en gains financiers, non pas pour faire du profit, mais pour aider l'activité à être nourrie. Donc le rapprochement dont vous parlez me semble être un rapprochement peut-être de position, mais je ne le vois pas encore se traduire par des moyens opérationnels pour peut-être engager des transactions avec le privé, comme on le fait, hein, entre laboratoires et acteurs publics, et qui engagerait
la donnée, celle des universités dans la recherche ou celle que les privés amènent, et puis qui nous amènera à conclure une transaction. Je ne vais peut-être pas développer là-dessus, je vais laisser Sophie peut-être ajouter un mot pour après peut-être revenir avec ça. Je ne sais pas si on nous entend, est-ce que les batteries sont... Oui, c'est oui, bon. oui, non, il n'y a pas de problème, hein, on vous entend. Hein. C'est Tiffaine, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. De fait. Et puis, au risque d'une part de répéter quelque chose qui a beaucoup été dit aujourd'hui, donc cette notion de convergence ou de rapprochement des données publiques et données privées, elle est fondée donc sur cette idée que, en les rapprochant, on va développer des services d'intérêt nationaux dans le secteur de la santé, mais aussi celui des transports publics ou voire de l'agriculture, de la gestion des fluides en général. On aurait pu faire intervenir, entre guillemets, d'autres représentants que ceux de la donnée culturelle, on va dire, dans cette journée ou avec cette table ronde. Mais peut-être avant de parler d'IA, moi j'aimerais aussi, parce qu'on en a peu parlé aussi aujourd'hui, avant de parler d'échange de données à des fins d'entraînement d'intelligence artificielle, il y a un intérêt effectivement à une convergence des données entre ces deux types d'acteurs, privés et publics, à l'endroit de l'interopérabilité de nos données, à l'endroit de l'adoption de standards qui sont communs. Alors mon propos du point de vue de la Bibliothèque nationale, qui est celui d'un opérateur, hein, non pas d'un législateur qui viendrait réglementer ce secteur, donc ce sera surtout un propos un peu illustratif. On peut témoigner par exemple de la pertinence comme ça à faire converger les standards, converger des métadonnées, dans nos missions évidemment de rediffusion, redistribution de la métadonnée, mais aussi une mission un peu spécifique à la Bibliothèque nationale qui est celle du dépôt légal. Là, l'interopérabilité, c'est toujours cet enjeu à ne pas demander aux acteurs de la chaîne du livre ou de l'industrie culturelle de faire 4 fois le même travail de saisie. Donc, quand petit à petit, dans la chaîne du livre, on s'est mis à adopter de l'éditeur au diffuseur ce format Onyx, qui est le format de description avec lequel cette filière industrielle décrit sa production et évite pareillement ce travail de double saisie, on s'est rapproché des représentants de cette filière. On a bâti ensemble des modèles de conversion de données venant simplifier en fait cette contrainte effectivement pour les éditeurs des dépôts légaux. Alors ça existe ces standards effectivement de manière très claire. Il existe aussi, rappelons-les aussi, des standards dans le domaine de la préservation numérique, alors qui sont un peu moins partagés entre domaines privé, public. Je songe notamment à une certification qui est aussi celle de nos collègues de Halle, le Core Trust Seal, qui vient dire dans quel cas un entrepôt de données est fiable et pérenne et pourra garantir sur le long terme la diffusion des données qu'il a entrepris de contenir. Mais petit à petit, effectivement, ce sont des référentiels. Je songe aussi à un dernier, toujours dans le domaine de la sécurité, où là, on voit quand même un glissement comme ça de ces certifications, de ces standards. C'est le fameux standard Secum Cloud, donc formulé par l'ANSSI, donc plutôt du côté de l'État ou de l'acteur public, mais adopté par des acteurs privés, alors Dassault bien sûr, mais aussi des fournisseurs d'environnement numérique. Certains ont parlé aujourd'hui effectivement des produits Resana et Osmose, la société Interstice qui diffuse effectivement le produit Hexagone notamment, a investi dans ce standard pour garantir justement aux acteurs privés un cadre comme ça sécurisant parce que commun de standards et de certification des données. Voilà. Ah oui, j'avais un dernier point, pardonnez-moi, mais bon, on y reviendra. Après, peut-être juste sur cette question de la convergence ou du rapprochement, ça permettra d'introduire vos autres questions, pardonnez-moi. Le cas, effectivement, de la BNF, c'est évidemment, à défaut de citer son décret constitutif de 1994, c'est un producteur et un fournisseur aujourd'hui de données qui sont publiques. On ne raisonne pas à la BNF en termes de données publiques, données privées, mais en termes de données sous droit ou libres de droit. Donc on va être à la fois producteur, diffuseur de données qui sont par nature publiques, et notamment grâce à la loi sur le numérique qui est venue tout à fait clarifier effectivement ce cadre. Donc des métadonnées, le produit de notre numérisation, mais aussi des données brutes, cette numérisation qui a été ossérisée depuis fort longtemps. Et puis on va aussi être gestionnaire de données sous droit, alors comme toute administration des données à caractère personnel.
Et puis des données sous droit, là plutôt du côté de la propriété intellectuelle, quand à nouveau on parle de dépôt légal. Mais il y a une petite prise de conscience pour cet opérateur à partir des années 2010, dont on a aussi parlé dès ce matin. C'est-à-dire qu'à partir des années 2010, même la bibliothèque numérique Gallica atteint ce seuil de big data, c'est le développement d'EDH, la croissance des filières de dépôt légal de l'Internet. Donc on a des collections qui sont devenues des données. Et puis enfin, l'arrivée de ChatGPT en 2022. Donc on avait produit dès 2021 à la BNF une feuille de route stratégique IA dans laquelle on avait projeté ce que l'IA pouvait apporter à la BNF en termes d'efficience, aussi bien en termes d'efficience dans ses processus de travail qu'en termes de découvrabilité de ses contenus. Et puis 2022 de ChatGPT, c'est une prise de conscience qui est, mais en fond, est-ce que la BNF ne peut pas apporter quelque chose à l'écosystème industriel de la recherche, industriel et la recherche dans le domaine de l'IA. Donc un déplacement à l'endroit de ce rapprochement ou de cette convergence. Qu'est-ce qu'on peut faire comme acteur public pour favoriser un écosystème qui aurait intérêt à se rapprocher. Voilà. Alors vous parliez d'acteurs justement. Est-ce qu'on peut en venir aux acteurs qui sont impliqués aussi bien d'un côté public que privé, parce que si convergence il faut bien qu'il y ait des acteurs, la pratique, quoi, de manière concrète. Et tout à l'heure, vous aviez quelques exemples concrets, et je trouve que c'est bien de rentrer un peu dans le vif du sujet de ce qui se passe, de qui fait quoi, et de ce qui se passe en l'occurrence. Vous avez entièrement raison, et peut-être que la bonne transition entre effectivement la convergence et les acteurs, là forcément on a le point de vue aussi d'un point de vue peut-être plutôt national. Il y a des choses très intéressantes à étudier aussi au niveau territorial. Je fais la jonction entre les deux questions que vous aviez, professeur, sur comment on fait convergence, moi forcément du point de vue plus juridique et donc nécessairement un peu théorique, mais au niveau territorial, et ça vous parlera sûrement, il y a eu beaucoup d'initiatives de la part de différentes collectivités locales, surtout à l'échelle métropolitaine ou régionale, pour aller favoriser le développement d'infrastructures numériques pour héberger, mettre en commun de la donnée, notamment, vous savez, derrière des qualifications qui n'ont pas encore vraiment de valeur législative ou réglementaire, mais qui apparaissent au niveau local, de données, vous savez, dites d'intérêt métropolitain, d'intérêt territorial. Il y a de plus en plus d'initiatives, dont la plus connue est celle de Rennes Métropole, le fameux RUDI, qui a permis un ensemble de projets et de politiques publiques numériques en dépassant la seule définition de données publiques. C'est-à-dire que vraiment, on arrive à mettre dans la boucle, mais de façon toujours plus ou moins contractuelle et participative, donc jamais de façon coercitive, des acteurs privés qui n'ont pas forcément de mission de service public. Donc il y a cette analyse-là aussi au niveau territorial. Ça va permettre de rentrer dans la question des acteurs, où il y a aussi, ça bouge aussi au niveau local. Pour rentrer plus concrètement dans la question, et cette fois-ci en retournant au niveau national, moi j'ai forcément un peu la casquette administration centrale. Il y a bien sûr un fort soutien apporté par la DINUM en ce sens-là. Ça rejoint un peu l'échange de questions sur la première table ronde de cet après-midi, mais on voit des acteurs du coup publics qui ont développé une compétence, parce que c'est leur compétence réglementaire, leur compétence liée en matière de développement du cloud, d'infrastructures, d'accompagnement à l'utilisation d'outils dits souverain, résilient, numérique, chacun verra le terme qui lui convient. Donc il y a cet acteur-là principal pour les politiques publiques nationales en termes de convergence de la donnée, comment l'héberger de façon plus souveraine, clarifier un peu quel cloud utiliser, tout en laissant une marge de manœuvre aux différents ministères et autres administrations. Les acteurs territoriaux, j'en ai parlé en prenant quelques exemples comme ça, très, très diffus. Et puis il y a l'exemple, et je vous cède la parole ensuite, des plateformes publiques, je ne sais pas quel qualificatif employer, mais on voit apparaître. Le F-Data Hub en est l'exemple peut-être le plus connu, le plus médiatique. Mais là, récemment, il y a toute une réflexion intéressante portée par la chaire d'études des plateformes, de la régulation des plateformes numériques à l'Université de Lorraine, au laboratoire Irénée, qui étudie les plateformes dites publiques de données. L'exemple le plus récent en date, c'est France Sport, où il y a tout un ensemble d'enchevêtrements de régimes juridiques pour faire converger des données publiques, au sens les données de l'administration, service public, les données de personnes privées qui ont une mission de service public, les fédérations sportives typiquement, mais aussi des acteurs qui sortent un peu de ce cadre-là. Et tout ça, c'est articulé. Il y a vraiment des super séminaires de recherche sur le sujet, même des webinaires Axibatus. C'est un autre champ qui apparaît pour expliquer la convergence et comment se concrétise du coup le recoupement, la mise dans le pot commun des données publiques, données privées. Je vais réagir, c'est un peu difficile. Je garde cette position d'universitaire, donc je pense à l'échelle d'une université. Et donc, cette échelle-là est peut-être pas la bonne en réalité pour
pour pouvoir se projeter comme étant un acteur qui est à égalité avec des plateformes qui hébergent des données. C'est vrai que les universités sont peut-être plus des détenteurs de moyens de traitement des données que des acteurs qui peuvent se positionner en tant que diffuseurs, vraiment pour rivaliser avec la BNF, hors de question. Enfin, vous êtes à un niveau qui est largement au-dessus de l'ESRI. Et donc, on peut se questionner là-dessus. Et on peut donc se questionner sur une régulation qui embarquerait des acteurs comme les universités, qui sont plus détenteurs de moyens de traitement, mais qui doivent être quand même dans le jeu. Je pense que la donnée à elle seule, la diffusion de données à elle seule fait pas le jeu, quoi. C'est vraiment sa valeur est dans ce qu'elle offre, dans ce qu'on peut en tirer, etc. Donc je fais que la remarque maintenant. Je pense que la question que vous posez est peut-être plus appelle des réponses qui sont plus à un niveau vraiment qui serait le réseau de toutes les universités, mais je vais peut-être pas m'avancer à répondre. Alors, est-ce que la BNF fait davantage le poids que d'autres opérateurs dans des négociations qui seraient à conduire ou autres? Juste en masse de données, oui. On a le critère qui suffit. Encore que nos collègues de Halle, effectivement. Mais cette question, effectivement, du poids d'un opérateur culturel face aux industries du big data, on y reviendra. Vous le souhaitiez également au cours de cette table ronde. Sur cette question des acteurs, moi je reprendrai cette problématique aussi également évoquée aujourd'hui du partage donc de la valeur. Pour traiter cette idée du justement comment un opérateur culturel concrètement peut se positionner, peut-il contribuer à faire avancer ce sujet. Donc je vous renvoie, vous les connaissez certainement, à ces deux rapports effectivement de Mesdames Farchi et Ben Samou de 2024 et 2025. Qui ont formulé dans ces deux rapports en réponse à la question donc, de comment créer la contrepartie effectivement pour les ayants droit à l'endroit de l'exploitation par ces IAG de contenu sous droit, ont imaginé formuler cette hypothèse d'une place de marché. On en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui. Là, je voudrais en parler un peu plus concrètement, c'est l'occasion. Donc, une place de marché qui réunirait 4 acteurs. Et là, c'est important que chacun, entre guillemets, reste à sa place, justement. Parce qu'il n'y a pas nécessité non plus de réinventer au sens propre de nouveaux acteurs. Donc, sur cette place de marché, l'hypothèse est donc l'éditeur ou l'ayant droit, d'une part. Le second acteur, c'est le fournisseur, c'est l'entreprise d'IA, pardonnez-moi, celui effectivement qui réclame la donnée, l'éditeur étant celui potentiellement sur le principal à faire valoir des droits. Et puis, vous avez ensuite le fournisseur de ces données, qui ne peut pas toujours être l'éditeur. Le stock de données n'existe pas chez l'éditeur. Et puis, vous avez la société de gestion de droits. En l'occurrence, l'hypothèse formulée par ces rapports, c'était qu'on aurait pu s'adresser comme ça à des opérateurs comme la Bibliothèque nationale de France, comme l'INA, comme d'autres grands entrepôts nationaux pour servir effectivement de fournisseurs ou d'intermédiaires entre les industries et les écosystèmes, moyennant une négociation et des accords sur lesquels ces mêmes opérateurs n'ont absolument aucun droit de regard. Ils seraient missionnés dans cette hypothèse comme ils peuvent être missionnés sur d'autres missions. Et bien sûr, la question de la rémunération restera en charge de ces sociétés de gestion de droits, puisque ça a toujours été effectivement leur activité. Il n'est pas question d'ajouter à un opérateur culturel une mission qui consisterait effectivement à gérer non seulement des droits, mais même la valeur monétaire que pourrait représenter. Donc ça, c'est l'hypothèse qui a été formulée. Rappelons, oui, voilà, rapidement que il a aussi été question aujourd'hui de ce modèle scandinave. Madame Peugeot évoquait nos collègues norvégiens. Le cas de la Norvège est intéressant aussi. Si on a le temps, j'y reviens aussi rapidement. Le cas est néanmoins un petit peu particulier, c'est-à-dire que la Bibliothèque nationale de Norvège, d'une part, dispose d'un dépôt légal numérique relativement massif, parce qu'une loi pleinement en vigueur depuis 10 ans. Des équipes également d'une 50aine de personnes avec toutes les compétences nécessaires. Et puis un enjeu pour eux à fabriquer des grands
modèle de fondation qui parle correctement les langues scandinaves. La problématique n'est pas tout à fait la même en France. Même les grands modèles de langue, sauf questions spécifiques, se débrouillent à peu près bien quand même en langue française. Mais dans leur cas et dans une majorité de pays, effectivement, il y a un besoin de fabriquer effectivement des IA génératives et autres. Donc là, l'État en Norvège, effectivement, a pris en charge cette négociation dans le cadre d'une gestion de droit collective. La place de marché en question, c'était bien le modèle effectivement qu'a évoqué Philippe d'une gestion collective ou d'un dispositif effectivement à vocation collective. L'État norvégien a négocié effectivement donc à ce jour avec le secteur de la littérature et le secteur de la fiction. Et donc la Bibliothèque nationale de Norvège est autorisée à entraîner effectivement son modèle de langue sur des données sous droit, de manière à mettre ensuite à la disposition, là pour le coup de tout public, un LLM sous licence open source récupérable par tout l'écosystème, etc. Voilà. Donc ça, c'est le type de précédent. Mais à date, sauf erreur de ma part, le dernier rapport du Sénat de juillet dernier rappelle cette hypothèse formulée, mais rappelle effectivement les nombreux accords qui ont été passés aujourd'hui et dont on a rappelé aujourd'hui Le Monde, l'AFP, etc., etc. Donc là, en cette fin d'année, l'espoir effectivement d'une gestion collective dans laquelle on pourrait faire appel à des acteurs de tiers de confiance semble s'éloigner un petit peu, mais la nécessité de l'accord reste un impératif largement aussi rappelé aujourd'hui. Je vais rebondir aussi sur cette référence à la Norvège, parce que, en fait, si une convergence est possible, c'est qu'aussi il y a des politiques publiques et des instruments juridiques qui permettent de l'encadrer, qui l'autorisent, qui même peut-être la stimulent, la suscitent, je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir des exemples là aussi précis pour mieux comprendre exemple français ou exemple étranger, voilà, c'est tout à fait bienvenu de voir ce qui se passe en Norvège, peut-être dans les pays anglo-saxons, au Canada aussi, que sais-je, moi. Voilà. J'aurais peut-être de mon côté moins d'exemples pratiques, mais il est certain que, et sans prendre l'exemple à l'instant cité, que dès lors que cette compétence en matière de numérique et de gouvernance des données a été notamment confiée, déléguée à l'Union européenne, nécessairement, tout ce qui rentre dans le champ des possibles, tout ce qui a été réalisé depuis, est le fruit de l'application ou de l'imbrication de différents régimes juridiques. C'est-à-dire qu'a priori, tout ce qui survient est plus ou moins permis, en tout cas n'est pas formellement, matériellement prohibé par le droit. Ce qui fait que sur la question notamment des acteurs, il y a toujours la question en ligne de fond de la régulation. Pour vous donner peut-être un exemple analogue sur cela, l'ensemble des cas de réutilisation de données, par exemple personnelles, l'exemple par exemple de réutilisation de données publiques qu'on pourrait retrouver sur data.gouv en format pure open data. Tout ceci, c'est permis parce qu'un ensemble de règlements européens, le RGPD bien sûr, la loi pour le public numérique, etc., le permet aujourd'hui. Ça a un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est que ça permet d'officialiser un peu des projets d'une innovation qui est toujours un peu plus rapide que le droit. C'est un vieux principe. L'inconvénient, c'est que des fois, on se demande comment on peut profiter ou exploiter davantage les possibilités juridiques qui sont possibles. Tout à l'heure, on parlait dans l'échange de questions-réponses sur la première table ronde de est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de toutes ces possibilités juridiques qui sont permises, notamment au niveau européen. Et forcément, la réglementation n'est pas encore suffisamment peut-être mature. Et en même temps, on sent qu'il y a peut-être un manque, notamment en France, de davantage de régulation, de contrôle de ces obligations-là. On reprend l'exemple très connu de l'open data. Tout le monde ne joue pas ce jeu-là, parce que ça coûte de l'argent, parce que ça n'est pas peut-être une priorité dans les politiques publiques pour toutes les collectivités ou administrations. Donc, tous les projets qui aujourd'hui apparaissent sont plus ou moins permis par le droit applicable, et on sent quand même qu'on est toujours un peu sur la tangente. Alors après, je manquerai de billes pour entrer davantage dans le concret. Je ne sais pas si, pour compléter, mais le droit permet aujourd'hui en tout cas tous ces projets-là. Alors, je ne suis pas juriste non plus, mais je peux toujours illustrer effectivement ce cadre juridique général de nouveau donc à la Bibliothèque nationale. Ça permettra au moins de citer un texte qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, parce que sinon on en a beaucoup parlé. On a parlé du Data Act notamment, qui fait largement partie de ces textes qui sont venus comme ça réguler la donnée, les échanges de données entre secteur privé et secteur public.
Donc la stratégie, puisque c'est aussi ça l'enjeu de la Bibliothèque nationale, ça reste évidemment de s'inscrire dans l'état du droit, avant toute chose, et de manière sans ambiguïté, on va dire. La Bibliothèque nationale est dépositaire du dépôt légal, elle est missionnée au titre de la loi exception handicap pour être intermédiaire, si vous vous souvenez, entre les publics empêchés et les éditeurs. Donc il y a un impératif pour la Bibliothèque nationale à rester dans le cadre du droit pour demeurer ce tiers de confiance qu'elle est justement vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires. Donc la ligne de démarcation est très très claire. Seules les données libres de droit sont accessibles sur Gallica et les données sous droit sont consultables dans les emprises physiques de la Bibliothèque nationale, dans les espaces recherche Gallica et en application d'un ensemble de réglementations juridiques. Il en a été question aussi ce matin, la licence étalable. Donc les métadonnées en revanche produites par la bibliothèque sont diffusées sous licence étalable depuis 2014. Ça signifie une libre réutilisation avec simplement une obligation de source, mais donc une libre réutilisation, aussi bien à des fins de recherche qu'à des fins commerciales. Alors nous avons ce petit cas particulier de la mise en œuvre de l'exception recherche TDM, dont parlait également Philippe tout à l'heure, autre cas de figure. Donc, Philippe l'a dit, les représentants effectivement en France expriment aussitôt un opt-out sur l'exception effectivement à la fouille de données dans des contenus sous droit. Nous avons cherché, dans l'intérêt effectivement de la recherche, à mettre en œuvre néanmoins l'exception TDM à la Bibliothèque nationale de France, et de cette mise en œuvre est né le BNF Data Lab en 2021. Donc un environnement sécurisé comme le requiert l'exception TDM, mais dans lequel des équipes de recherche peuvent venir au rez-de-jardin de la bibliothèque, ces espaces recherche, dans les emprises physiques, faire de la fouille de données sur des corpus sous droit, notamment les corpus du dépôt légal de l'Internet, mais aussi d'autres fonds plus anciens. Alors, dans d'autres contextes, on pourrait revenir aussi en termes de bilan d'expérimentation de ce type de cadre juridique. Ce qu'on peut en dire dès à présent, 4-5 ans plus tard, c'est que c'est évidemment un service rendu à la recherche, mais ça nécessite un investissement technique de tous, des déplacements déjà, des équipes de recherche pour travailler sur des données nativement numériques, c'est toujours un petit peu paradoxal. Et puis, une contrainte, effectivement, sur les équipes, cet investissement de la bibliothèque. C'est fournir des machines virtuelles pour ces équipes de recherche, c'est encadrer la préparation des datasets et la livraison des datasets sur cet environnement, de façon nominative. Il y a un ensemble de réglementations ou de points très, très précis à respecter par les TDM. C'est bien souvent empêcher, malheureusement, les équipes de recherche de travailler avec leurs outils de travail, puisque vous allez travailler en mode hors ligne dans cet environnement sécurisé. Donc des outils qui font appel à des technos du web ou qui travaillent hors ligne, on ne va pas pouvoir les embarquer dans la machine virtuelle. Donc de ce point de vue-là, mais là, il y a plutôt une conscience aussi assez globale du législateur. Ça fait aussi partie des bilans portés dans les rapports du CSPLA. Ce sont des lois qui ont déjà beaucoup vieilli, qui l'étaient peut-être même déjà au moment où elles avaient été produites, ou en tout cas à ce jour relativement insuffisantes, on va dire, au regard des besoins des usagers, en tout cas ceux des publics académiques. Et puis, il y a ce cas particulier aussi de la BNF, qui est sa fameuse licence d'utilisation Gallica. Cette licence décrite très largement publiquement dans les conditions générales d'utilisation, elle dit bien, donc, licence étalable pour les métadonnées, et puis une libre réutilisation avec simple mention de source pour des fins de recherche scientifique, mais une demande d'autorisation et surtout le paiement d'une redevance dans le cas d'une utilisation à des fins commerciales des contenus qui sont diffusés. J'en arrive à ce texte qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui, sur lequel on fonde à la Bibliothèque nationale l'application de cette redevance. C'est le Code des relations entre l'administration et les publics, le CERPA, et plus précisément ses articles L324.1 à L327.1. Donc c'est une tarification qui est tout à fait publique sur le site internet. Une entreprise qui souhaiterait récupérer une image produite par la BNF issue de ces chaînes de numérisation ou de photographie,
qui voudra l'utiliser dans une publication qu'elle va vendre, mais ça peut aussi être une entreprise qui va utiliser telle ou telle image pour la vendre ensuite sur un mug, sur un tote bag ou toute autre chose. Donc qui va exploiter un produit de l'État, un produit de l'administration. Cette administration est en droit d'appliquer cette redevance se calculant, dit le SERPA, à proportion de l'investissement initial qu'a fourni l'administration sur ce produit qu'elle a mis à disposition. Donc, nous avions cette pratique effectivement d'application de redevances de longue date. Et quand arrive concrètement justement la problématique de la réutilisation par des IA génératives, une réutilisation qui n'est pas aussi visible que sur un tote bag, un mug ou bien une publication, la question était de savoir, question posée ce matin ou tout à l'heure par M. Cantan, qu'est-ce qu'une bibliothèque peut faire en réponse à cette réutilisation à des fins commerciales et en apparence, si ce n'est inéquitable, en tout cas à perte, mais on y reviendra. Donc concrètement, nous avons instruit toute l'année passée à nos services juridiques, bien évidemment, la possibilité d'étendre et de clarifier dans nos CGU, dans la licence Gallica, le cas particulier d'une réutilisation des contenus de nos données à des fins d'entraînement d'IA générative, et en particulier la réutilisation de l'OCR, de la donnée brute, puisque là, il s'agit bien non pas de récupérer une image, mais de récupérer de la data. Donc, très clairement, c'est bien dit dans les CGU. Je songe à Madame Peugeot ce matin qui disait que c'est par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par clarifier ces licences. C'est le point de départ. Les étapes d'investissement technique ont aussi été évoquées après. Ils sont encore devant nous côté BNF. Les étapes de calcul d'un tarif sont encore devant nous aussi. Là, de ce côté-là, je n'ai pas de retour d'expérience très concret à vous faire à date. Mais la première étape, c'est déjà de se doter effectivement d'un appareil juridique de réponse à une réutilisation qu'on peut effectivement, ou vis-à-vis de laquelle on peut faire valoir d'autres droits. Donc, la difficulté juridique a été effectivement de ne pas se tromper dans les termes que nous avons employés. Et donc, concrètement, à date, ces CGU, depuis le printemps dernier, disent effectivement rappellent effectivement que dans des cas... je parle toujours des contenus libres de droit diffusés sur Gallica, pas des données sous droit. Pour un entraînement à des fins d'IAG, mais à des fins de recherche scientifique et académique, on reste dans un cas de libre réutilisation et gratuite. En revanche, pour tout autre usage, et on n'a pas précisé ici commercial, pour tout autre usage, alors il faut, demander l'autorisation, et une redevance sera appliquée. Dans un cadre négocié cette fois, la question du prix, du tarif, effectivement, est un sujet largement à défraîchir. C'est la vaste question de la valeur de la donnée culturelle tout court. Et là, pareil, la Bibliothèque nationale n'est pas forcément la mieux placée aussi pour y réfléchir, encore que la question de ces investissements initiaux reste le fil conducteur le plus clair, en tout cas en application du SERPA. Oui, bien sûr. Je ne veux pas trop nous écarter du propos, mais donc je rebondis sur la citation des propos de Valérie Peugeot de ce matin, effectivement, qui soulignait que le réflexe de l'usager, c'est souvent d'aller sur la licence la moins contraignante parce que c'est la plus facile, c'est celle qui est la première sur le drop-down menu ou peu importe. Parce que je crois qu'il n'y a pas cette culture non plus d'aller demander cette redevance, quoi. Je pense que c'est pas inscrit dans la culture des usagers, qui plus est des usagers, je pense à ceux du monde académique, sinon français. Mais et je pense à tous ces chercheurs dont je fais partie qui n'ont pas envie d'avoir cet obstacle du droit en face lorsqu'il s'agit d'aller sur le chemin de l'innovation et de la recherche. Donc là, il y a une vraie culture à changer et donc je me permets d'agir parce que je pense que les IAG viennent changer la donne. Les IA, le machine learning et autres, c'est un travail, là, c'est un peu mon quotidien, c'est du calcul et ça intéresse personne, c'est un charabia qui ennuie, donc on n'était pas trop embêtés, sauf par les juristes des services de valorisation, et on finissait par s'arranger, même si on avait fait des faux pas quand on démarrait une collaboration. Mais l'IAG, me semble, vient changer la donne parce que l'IAG met en scène la valeur de la donnée. Mais en scène, même plus que ça, le savoir qui est inhérent à la donnée qui a été collectée ou fabriquée.
Et jusqu'alors, c'était plus difficile, je pense, de se projeter dans cette valeur du savoir qui est inhérent à la donnée et au travail qu'il y a autour, quoi. Donc il me semble que le jeu va peut-être changer et nous amener dans la bonne direction, dans ses habitudes à prendre, toutes les précautions à prendre dès le départ dans des transactions qui ne sont qu'en amorçage ou qui sont encore à venir. Il me semble qu'il y a quelque chose là qui doit se passer et qui va se passer à cause de ces nouvelles IA qui sont les IAG aujourd'hui. Alors, on a parlé aussi, donc au passage de prix, de valeur. Il y a des logiques économiques derrière ces mouvements de rapprochement ou de convergence. Est-ce qu'on pourrait revenir à ces logiques économiques Alors, ça renvoie aux acteurs, bien évidemment, mais toujours encadré par des politiques publiques, côté administration et droit. Il y a bien évidemment des logiques économiques. Je ne m'avancerai pas trop sur le terrain de savoir finalement qu'est-ce qui sous-tend toute cette logique de réutilisation. Il y a bien sûr, et c'est très vulgarisé aujourd'hui, une logique de tendre à davantage de croissance dans le cadre du projet aujourd'hui de cinquième liberté, qui est la liberté d'échange et de circulation des données au sein de l'Union européenne. Il y a bien évidemment un postulat économique qui sous-entend toute cette réglementation-là. Il y a aussi un enjeu peut-être de coût aussi en termes de politique publique. Dans certains cas, pour l'avoir vu très directement, accéder à certains jeux de données qui ne sont pas historiquement accessibles, historiquement mis en qualité, parce que aussi au sein même, sans même parler de convergence des données publiques et privées, mais historiquement la sociologie administrative n'était pas forcément celle de l'ouverture. Il y a beaucoup d'ouvrages pour aller comprendre cette tradition aussi de l'opacité de l'administration et de son droit aussi, de son droit administratif. Ce qui fait que il y a pas mal de politiques publiques où il manquait un accès à certaines données. Un exemple que j'ai connu notamment dans le secteur de l'eau potable, donc au niveau cette fois-ci municipal. Pendant longtemps, différents opérateurs d'eau, qui peuvent être des fois des délégations de services publics ou quelquefois des régies sous établissements publics industriels et commerciaux, payaient effectivement la redevance des données météorologiques à Météo France, sur le principe ancien, avant la loi pour une république numérique, de payer pour accéder à certaines données publiques. La loi pour une république numérique avait inversé la tendance en rendant du coup le principe d'ouverture le principe par défaut, mais la redevance demeurait pour certaines administrations ou jeux de données qui étaient historiquement le modèle économique de grands établissements publics d'État. C'était le cas notamment pour Météo France, et ceci a été modifié finalement assez récemment avec une réduction du champ de la redevance dans le Code des relations entre le public et l'administration. Donc il y a des logiques économiques qui sous-tendent ça. Il y a aussi un aspect économique dans tous les contrats de délégation de services publics, où il y a encore un enjeu pour les collectivités locales qui vont reprendre en régie certains services publics pour en faire une meilleure gestion, avoir un meilleur contrôle sur les données, le retour sur investissement, un meilleur contrôle des deniers publics au niveau local. Il y a encore tout un sujet qui a été mis de façon très pertinente en avant dans un récent rapport de la Cour des comptes ou de Chambre régionale des comptes. La référence m'échappe. Mais en matière de comment non pas le délégataire, mais l'autorité concessionnaire, donc la mairie, le département, la région, peut récupérer au moment où elle décide de sa remunicipalisation, de ce retour dans le giron public du service public, comment elle peut accéder, y compris aux données réputées indispensables à l'exécution de la mission de service public. Pour vous donner un exemple très concret de ça, à Paris, l'eau potable a été remunicipalisée en 2008 et effectif en 2010 via la création d'un établissement public industriel et commercial, à une époque où il n'y avait pas encore tout ce droit-là en matière de convergence, de réutilisation de données dites publiques. Et typiquement, à l'époque, les délégataires, qui étaient à l'époque notamment Veolia et Suez, avaient bien pris soin de ne pas remettre en qualité la base de données client, qui est quand même, pour l'eau potable, qui est un service public industriel et commercial, donc qui fonctionne comme un service privé, n'avait pas pris soin, du coup, effectivement, d'aller remettre en qualité les bases de données. Donc, il y a une logique économique qui sous-tend tous ces leviers juridiques-là pour davantage traiter les données, et sans même les traiter, y avoir ne serait-ce accès et pouvoir les faire parler. Il y a une logique économique. Je laisserai peut-être compléter. Compléter, non, je serais bien embêté de compléter vos propos, mais je pense à un exemple qui, pour moi, rentre dans votre catégorie logique économique, même s'il n'est peut-être pas question dessous, celle où des données qui sont produites par un acteur public, je pense encore et toujours à l'université, hein, j'y peux rien, sur la vie de son campus, les mobilités sur le campus,
qui sont d'intérêt pour un acteur comme la métropole, hein, c'est ce qui se passe à Bordeaux, en termes de développement du transport urbain, parce que l'impact des 60 000 étudiants qui se déplacent de manière journalière sur le réseau, il faut en tenir compte pour des années, 6 années que les horaires des bus et des trams. Et donc là, il y a une logique économique qui peut rentrer dans la relation que va tisser la métropole avec l'université, dans le but, et d'ailleurs on travaille avec eux, dans le but d'intervenir ou de penser les prochaines phases de développement du réseau. Et là-dessus, on a pris l'exemple sur Rennes que vous citiez tout à l'heure. Donc il y a des logiques économiques qui arrivent aussi dans ces relations qu'il faut cadrer, hein. Là, il s'agit peut-être pas de cadre juridique entre la métropole et l'université, peut-être plus d'alignement de gouvernance, c'est peut-être plus léger, mais carrément, ça arrive sur des terrains comme celui-là. Merci. Alors, en logique économique, toujours rapportée au cas de l'opérateur culturel Bibliothèque nationale, il y a une logique en un sens d'équité, on l'a déjà dit, pas plus que nos collègues de Halle. Nous souhaitons effectivement que le Gallica ne soit sauvagement scrappé, mais nous ne souhaitons surtout pas non plus cesser de non seulement rendre les contenus découvrables, mais aussi contribuer à l'amélioration de ces IAG par des contenus francophones, sélectionnés par le processus même de la numérisation en bibliothèque, donc par définition de qualité également, avec les métadonnées qui vont bien, etc. Il y a un enjeu de démocratie profond pour les bibliothèques en termes de mission à cet endroit, de diffusion des savoirs. Voilà, une population qui, entre 15 et 35 ans aujourd'hui, exploite quotidiennement ces outils-là. Il est impératif de maintenir, en gros, la diffusion de nos contenus et une donnée ouverte. Mais il y a aussi une logique de soutenabilité que vous évoquiez pour l'université, mais qui est valable aujourd'hui pour toutes les administrations. La Bibliothèque nationale, aujourd'hui, même si elle numérise et ossérise encore 12 millions de pages par an, ça n'est pas le rendement effectivement qui était le sien à l'échelle industrielle il y a une dizaine d'années, alors que le patrimoine qui reste à numériser est encore faramineux. C'est-à-dire que le casse a été fait, entre guillemets, mais finalement le capital stratégique, il est dans tout ce que nous n'avons pas encore numérisé en vérité, et qui potentiellement va intéresser de manière maintenant spécifique, justement pour du fine-tuning effectivement de modèles rapportés à des secteurs d'activité plus précis, et ben justement des secteurs. Donc, avec voilà, donc une logique de soutenabilité pour nous à maintenir notre mission et des acteurs qui potentiellement ont les moyens aussi de nous soutenir en fait dans l'exercice de cette mission. Donc c'est pas une logique mercantile ou commerciale, c'est une logique effectivement comment soutenir ma mission. Donc à cet égard, en même temps que nous donnions un fondement juridique ou un peu plus clair effectivement à la question des données publiques de bibliothèque, utilisation par les IAG, on a pareillement en site internet à ce stade simplement, parce que l'étape d'investissement technique en consolidation des API, en sécurisation, on pourrait aussi en reparler, ouvert, entre guillemets, ce qu'on a appelé des BNF Data IA Service, c'est-à-dire une offre de services non pas à l'endroit d'une donnée déjà existante, numérique, mais une donnée à numériser. Et là, on est à nouveau dans le savoir-faire d'une bibliothèque, à savoir numériser, sélectionner des fonds déjà pour un secteur qui le voudrait. On a eu des entreprises, par exemple, qui venaient nous voir pour... Elles voulaient faire une application voilà, en géolocalisation. Lorsqu'un touriste se promènerait sur le parvis de Notre-Dame, eh bien, aussitôt, en audio dans son smartphone, il aurait une lecture comme ça d'un texte de Victor Hugo. Alors, je vous prends un exemple très, très... tradition, enfin presque caricaturale si j'ose dire, par rapport au patrimoine effectivement conservé à la bibliothèque, mais voilà, d'autres cas potentiels. Donc c'est ça, qu'est-ce qui n'a pas été encore numérisé et où est-ce que, à nouveau j'y reviens, une bibliothèque comme la Bibliothèque nationale de France peut soutenir cet écosystème tout en soutenant sa propre mission. C'est ça aussi la logique économique. Alors là, ça s'adresse peut-être plus à l'informaticien, mais qui est au centre. Est-ce que tout cela ne pose pas des problèmes en termes de gestion de données
le fait de rapprocher des logiques publiques, des logiques privées. Il y a des problèmes de droit, il y a des problèmes économiques, mais il y a aussi des problèmes de gestion de données, et notamment en matière de sécurité aussi. Ah, en matière de sécurité, encore faudrait-il que je sois expert, mais je pense à vous. Mais, oui, mais je crois que les problèmes sont d'ordre technique. Je ne crois pas qu'il y ait d'obstacles incontournables à ce stade aujourd'hui. Il y a des difficultés, je crois, des problèmes de format. J'enseigne en data science, vous devinez bien, et puis on prépare les étudiants à ce qu'ils passent 80% de leur temps à de la préparation de données et seulement 20% de leur temps vraiment à de l'exploitation de données. C'est malheureusement encore le quotidien du data scientist que de faire accorder les données au traitement qu'on souhaite leur faire subir. Donc si on mélange acteurs privés et acteurs publics, il y a certainement des différences de culture, d'habitude qui vont alourdir un peu le travail, mais je ne crois pas qu'il y ait d'obstacles réels. Après, ça peut être un vrai challenge que de faire travailler des acteurs qui... je pense peut-être plus à des acteurs privés qui voudraient collaborer sans se dévoiler mutuellement leurs données. Alors, c'est des cas que j'ai déjà vus où on fabrique des communs de données, on fait apprendre des modèles sur des données qui ne sont pas détenues par tous, mais dont des morceaux sont détenus par chacun. Donc là, mais c'est des problèmes plutôt intéressants à résoudre que de savoir faire apprendre un modèle dans un environnement qui est fermé pour que les données ne restent visibles que par chacun des acteurs. Enfin, chacun des acteurs ne voit que les données qui lui appartiennent, quoi. Donc mais je ne vois pas d'obstacle réel aujourd'hui qui empêche que les choses se passent, quoi. Le cadre juridique peut peut-être freiner plus que les problèmes techniques. Non, je pense pas que le droit serait un obstacle effectivement. Enfin, à la question qui est de savoir, professeur, si effectivement ça soulève des problèmes cette convergence-là. Moi, je me range finalement derrière tout ce qui a été dit depuis le début de la journée. Ça interroge sur le fait de savoir si on ne brade pas certains, je vais employer le terme d'actifs, qui n'est pas vraiment vrai juridiquement, mais si on ne brade pas certaines données publiques à certaines entreprises privées en situation d'oligopole ou de monopole sur différents services. Est-ce qu'on ne fait pas ça de façon un peu béate, de façon un peu naïve, au nom de certains principes juridiques? C'est toujours bien d'interroger aussi la logique des grands principes qui sous-tendent le droit du numérique et des données aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit néanmoins un mal. Ça permet de l'ensemble des projets qui ont pu un peu illustrer la journée et les dernières tables rondes. Moi, j'y vois peut-être deux lacunes, de carences. Il y en a une qui est propre aux juristes et qui va vous embêter, donc je vais passer rapidement dessus, mais c'est la lisibilité du régime juridique. C'est pas évident de comprendre ces textes-là. Le droit par principe, c'est pas quelque chose de forcément stimulant. On n'est pas obligé d'être tous malades, mais c'est pas le droit le plus lisible. Et comme vous l'avez compris depuis le début, notamment de l'après-midi, les définitions s'enchevêtrent un peu les unes sur les autres. Il y a les données personnelles, la donnée publique, il y a les données d'intérêt territorial, il y a les données d'intérêt général. Et est-ce qu'on devrait aller plus loin, moins loin? C'est pas forcément le droit le plus clair, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu forcément une codification, voilà, pour reclarifier un peu les notions, réarticuler tout ça. Il y a des projets au niveau européen, comme ça a été dit en début d'après-midi. La deuxième... et puis non, j'allais vous donner une deuxième carence qui serait peut-être la lenteur que ça donne à certaines politiques publiques, mais j'ai l'impression que ça en permet plus quand même, eu égard à toutes les initiatives qu'on a pu citer par le passé. Donc je maintiens ce côté d'un peu d'inflation normative qui des fois est complexe. Puis sur la partie informatique, du peu que je vois sur les dossiers qu'on peut accompagner juridiquement, j'ai l'impression qu'il y a quand même maintenant des standardisations qui font que ça dialogue et c'est interopérable. Bon, voilà. Je ne veux pas sortir de mon scope de compétences. Brièvement, parce que ça consisterait à répéter ce qui a été très bien dit par nos collègues de Halle tout à l'heure. Donc, le Gallica n'est pas du tout épargné effectivement par ces mêmes phénomènes de scrapping. Il nous arrive aussi effectivement d'être perturbés parfois quelques heures durant, au point de croire effectivement que c'est une attaque DDoS et d'inquiéter tout un chacun. La difficulté peut-être technique qu'on rencontre un peu plus en ce moment donc là c'est un enjeu de sécurité des infrastructures et puis de fiabilité du service, hein. Elle est en continuité comme ça de ce cadre juridique qu'on implante. Ça peut être une difficulté technique à l'endroit du distinguo entre un bot qui vient indexer vos contenus comme il le faisait depuis 20 ans sur le web
et puis un bot qui vient scraper vos contenus à des fins de réutilisation d'IA générative. Pourquoi c'est une difficulté? Parce que dans un cas, la stratégie de la BNF a toujours été justement d'exposer ces contenus sur le web, de les rendre plus découvrables. On a mis en place des stratégies techniques type identifiant pérenne ARC et autres identifiants qui nous permettaient d'apparaître comme des acteurs fiables, pérennes, ces fameuses URI ARC, pour remonter plus facilement effectivement dans les moteurs de recherche. Donc on a tout fait en quelque sorte pour que nos contenus soient moissonnés. Mais ce n'est pas la même chose d'être moissonné pour remonter dans un moteur du web avec des algorithmes qu'on a petit à petit appris à apprivoiser à défaut de véritablement les comprendre techniquement, et d'être objectivement scrappé pour alimenter, entraîner des IAG. C'est pas le même sujet. Donc ça, c'est peut-être le questionnement technique effectivement qui peut être le nôtre en continuité d'un cadre juridique. Mais voilà. Et après, oui, c'est aussi une problématique de soutenabilité, en fait. Avoir des infrastructures suffisamment robustes pour être redondées, pour effectivement basculer d'une machine à l'autre, c'est pas le cas de toutes les bibliothèques numériques, loin s'en faut. Et une dernière question, puisqu'on a parlé dans la journée de souveraineté, pardon, est-ce que les GAFAM notamment, les poids lourds, pèsent sur cette convergence de manière peut-être négative ou excessive? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire peut-être la première réponse qui n'est pas celle que vous attendez, mais je réponds peut-être en tant que chercheur, mais la donnée est de leur côté. Elle n'est pas de notre côté. Les idées et puis les moyens de calcul, on les a, mais la donnée est en face. Donc je me suis retrouvé, par exemple, personnellement, à utiliser des services de GAFAM dans le cadre de travaux que je menais, ce qui est très inconfortable. On cherche à s'en libérer après, mais seulement après avoir expérimenté. Et puis on reste quand même un peu sec sur la possibilité de recréer des services de cette qualité a posteriori, quoi. Alors ça, c'est très, très frustrant. Donc est-ce que c'est une question de souveraineté? Je crois en partie oui. Si on aurait un Google français, on travaillerait peut-être plus à l'aise, mais et encore. Merci. Est-ce que le fait que les GAFAM soient dans cette boucle-là, du fait d'utiliser leurs applications, leurs services, a priori c'est un problème, mais ça dépend de quel point de vue vous vous placez, entre gros guillemets. Alors pas pour se faire l'avocat du diable, mais typiquement, dans cette démarche aujourd'hui, qui aujourd'hui est officialisée, sponsorisée au plus haut niveau de l'État, même s'il y a différentes écoles, peut-être pour celles et ceux qui suivent l'actualité là-dessus, vous avez peut-être vu aujourd'hui qu'il y a cette offre de cloud portée, notamment Bleu, portée, je crois, par pas Microsoft, Google, enfin un acteur français et un acteur effectivement états-unien, je crois, il me semble. A obtenu le premier jalon du coup de la démarche de certification Secnum Cloud, donc qui est effectivement estampillé Annecy, qui n'est pas forcément du coup qui ne fait pas en tout cas l'unanimité sur les conditions juridiques et techniques de résister à l'extraterritorialité des lois notamment états-uniennes pour accéder aux données sur requête de leurs autorités de contrôle là-bas, d'enquête et de renseignement là-bas. Donc cette démarche aujourd'hui de souveraineté numérique, elle est officialisée, elle est sponsorisée un peu au plus haut niveau, avec différentes écoles. Voilà, est-ce que demain, je sais pas, dans votre administration, est-ce qu'il faut utiliser un cloud 100% public, hébergé infra réseau ministériel d'État? Est-ce qu'il faut aller sur des offres du coup privées mais estampillées Secnum Cloud? Est-ce qu'il faut maintenir aussi une liberté je sais pas, ça ne paraîtrait pas, si vous voulez, non plus déroutant. Dans certains cas d'usage, comme notamment on peut voir dans l'administration la plus classique, la plus bureautique, il y a certaines administrations qui ne sont encore aujourd'hui pas en capacité de sortir des licences Microsoft 365 qu'on a tous connues à un moment donné dans nos carrières. Ça implique quand même une reprise de données, de changer le marché, enfin c'est pas simple. Et puis des fois l'ensemble des services et fonctionnalités ne sont pas disponibles. C'est moins le cas aujourd'hui, il y a quand même des offres et des alternatives qui tiennent la route, mais c'est pas évident. Donc je pense qu'effectivement c'est un problème, et puis le professeur Mélenchon disait à juste titre que la donnée est quand même de leur côté, du fait qu'ils ont été utilisés durant tellement d'années. Le big data est plutôt du côté de chez eux. Mais ça interroge quand même de changer dans l'ensemble des utilisations qu'on faisait de ces services-là.
Ça peut être au prix d'interruption du service. C'est une vraie chefferie de projet informatique qui s'installe et j'aurais pas la réponse de savoir si... J'ai l'impression que c'est bien la souveraineté numérique. Des fois, j'ai l'impression, mais parce que je suis un peu pessimiste de nature, que c'est pas gagné, notamment eu égard à cette actualité sur des grosses offres privées publiques de cloud aujourd'hui proposées comme Sens Bleu, mais qui ne font pas, en tout cas, consensus d'un point de vue technique. Je botte en touche. Au risque de nouveau de répéter ce qui a été largement dit aujourd'hui, oui, ils font le poids. La question, c'est plutôt qui fait le poids parmi les opérateurs, parmi nos instances même, et le cas échéant instances européennes, pour implanter effectivement un cadre de régulation ou de négociation qui évite de creuser des inégalités numériques de plus en plus fortes. C'est-à-dire que l'enjeu de cette place de marché dont je parlais tout à l'heure, elle avait vocation effectivement à protéger les petits, parce que seuls les gros ou les grands pouvaient effectivement négocier en direct ou passer des accords avec les GAFAM en question. Donc il y a ce poids évident. Il y a aussi, moi j'aurais tendance à dire, le poids de l'ergonomie aussi et de l'efficience des outils mis à disposition par ces GAFAM. Nos collègues de la Bibliothèque nationale du Luxembourg ont bien évidemment utilisé le copilote Microsoft. Alors je ne sais pas si vous comptez Microsoft parmi les GAFAM, mais en tout cas en code licence, on y est, ça c'est sûr, aujourd'hui. Parce que c'était on va dire progiciel, c'est plus simple, le plus facile à intégrer effectivement dans leur système d'information pour faire ces expérimentations plutôt positives, très positives même, de catalogage assisté de leur collection numérique. Donc il y a ce poids-là aussi en ergonomie. Google France a existé, ça s'appelait Yahoo. Il a disparu, mais ce qui est certain aussi, c'est que cette réponse au demeurant qu'avait pu faire à l'époque la Bibliothèque nationale à Google s'est évidemment fait avec le soutien des pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est des financements, effectivement, et notamment une part, effectivement, des taxes de reproduction qui sont reversées à la Bibliothèque nationale, qui lui permettent non seulement de financer ses marchés de numérisation, mais surtout l'investissement qu'elle a fait après, en termes d'infrastructures de préservation, son système pérenne, et puis de diffusion, Gallica, etc. Il n'y a de poids en fait des acteurs qu'avec un poids de l'État et les investissements conjoints. Voilà. Mais il y a encore de la place pour les communs numériques quand même, très clairement, y compris dans le cadre de partenariats publics-privés. C'est même déterminant. Et sur ce point, les équipes effectivement de BANQ, dont nous sommes partenaires, et puis l'Office aussi du Canada, et la Bibliothèque nationale travaille le 11 décembre sur cette question effectivement des communs numériques à l'heure du dia. On en a déjà parlé aussi. Mais effectivement, nos collègues de BANQ qui travaillent effectivement sur ce projet de banque de données ou de fiducie, comme ça a été très bien dit aujourd'hui, et l'évolution effectivement qu'on cherche à faire de notre côté, mais avec un existant plus robuste, on va dire, en termes d'entrepôt de données. On voudrait reparler de tout ça le 11 décembre. Vous y êtes bien sûr les bienvenus. Merci à vous trois pour nous avoir permis d'explorer un peu cette question, cette convergence entre données publiques et données privées. Merci beaucoup, merci pour cette table ronde.